Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur votre plateau hebdomadaire. Comme vous le savez, nous sommes un petit peu en émission spéciale puisque nous avons une actualité particulière qui touche toute la planète et on essaye de s'organiser au niveau économique. Donc pour commencer cette émission, il n'y aura pas de proms comme la semaine dernière, mais par contre, nous allons répondre à quelques-unes de vos interrogations au sujet de tout ce qui concerne les entreprises, puisqu'il y a plusieurs dispositifs qui ont été mis en place et vous êtes nombreux à ne pas comprendre exactement comment cela va se passer. Alors tout d'abord, nous allons vous présenter 3 vidéos pour vous expliquer quelle est la différence entre le bénéfice et le chiffre d'affaires, comment se calculent les salaires et quelles sont les différentes charges qui sont réparties et comment les professionnels répartissent leurs charges. Et ensuite, nous recevrons Monsieur Patrick Vialcollet qui va nous expliquer tout ça. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Draw My Economy consacrée au b.a.-ba de l'économie. Aujourd'hui, nous allons voir le bulletin de salaire, ce qu'est le salaire brut, le salaire net et le coût réel du travail. Au moment du versement de son salaire, un bulletin de paie doit être remis à chaque salarié. Mais très peu de salariés et même d'employeurs comprennent ce qu'il y a dedans. Mais commençons par le commencement, la première ligne du bulletin de salaire qui indique le salaire brut. Le salaire brut, c'est le salaire sur lequel l'employeur et l'employé se sont mis d'accord. Celui qui est indiqué sur le contrat de travail. Viennent ensuite les éventuelles heures supplémentaires, les primes et les avantages en nature comme une voiture de fonction par exemple. On obtient alors le brut total. Viennent ensuite les cotisations salariales. Ce sont les sommes qui sont déduites du salaire et qui sont versées à des organismes publics pour la santé, le chômage, la retraite et la prévoyance. On obtient alors le salaire net, celui que l'employeur donne à l'employé chaque mois. En 2015, en France, la santé coûte 0,75% de son salaire aux salariés et le chômage 2,4%. La retraite coûte entre 10,98% et 15,98% du salaire. Et à ces chiffres s'ajoutent 8% de CSG et CRDS, la contribution sociale généralisée et le remboursement de la dette sociale. En tout, les cotisations salariales coûtent 22% du salaire brut en 2015. Cela signifie que si le salaire brut est de 1 000 €, le salarié touche 780 € de salaire net. Les administrations publiques, comme la sécurité sociale ou les caisses de retraite, touchent, elles, les 220 € restants. Mais le coût du travail ne s'arrête pas là. À partir du salaire brut indiqué sur le contrat de travail, vont se calculer d'autres charges, les charges patronales. Elles sont de 12,8% pour la maladie et entre 8,5 et 10,3% pour la vieillesse, de 0,3% pour la dépendance, de 5,25% pour les allocations familiales et de 0,1% pour le logement. En tout, les charges patronales représentent entre 25 et 42% du salaire brut en fonction du montant du salaire. Et cela signifie que pour un salaire brut de 1 000 €, le salarié coûte entre 1 250 et 1 420 € à l'employeur. Le total des cotisations sociales, salariales et patronales est donc égal à 64% du salaire brut ou 82% du salaire net. Cela signifie que pour un salaire brut de 1 000 €, le salarié coûtera 1 420 € à son employeur et touchera 780 €. Les organismes parapublics comme la sécurité sociale ou les caisses de retraite toucheront, elles, 640 €, presque autant que le salarié. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, mettez-lui un gros pouce vers le haut, partagez-la, laissez-moi un commentaire, abonnez-vous à la chaîne et suivez-moi sur Twitter. Combien une entreprise gagne-t-elle réellement? Au cours d'une année, une pâtisserie a vendu 10 000 gâteaux à 31,65 €, soit 30 € hors taxes. Elle a donc un chiffre d'affaires de 300 000 €. Pour savoir ce qu'elle a réellement gagné, il faut calculer successivement différents soldes intermédiaires de gestion. Pour fabriquer ces gâteaux, notre pâtisserie a fait des achats qu'on appelle consommation intermédiaire, notamment des matières premières, farine, sucre, de l'énergie, électricité, gaz, le recours à des prestataires extérieurs, pour les emballages par exemple, des contrats d'assurance. La somme de ces consommations intermédiaires représente 200 000 €.
En retranchant cette somme au chiffre d'affaires, on obtient la valeur ajoutée, soit 100 000 euros, ce qui correspond à la valeur que la pâtisserie a apportée à ses consommations intermédiaires par son travail de transformation. On retranche de la valeur ajoutée les salaires des pâtissiers et les cotisations sociales correspondantes, 60 000 euros, ainsi que la taxe d'apprentissage, 10 000 euros, qui permet de financer la formation professionnelle. On obtient ainsi l'excédent brut d'exploitation, EBE, 30 000 euros. La pâtisserie a acheté 5 000 euros un four dont la durée de vie est de 5 ans. Pour cuire les gâteaux, elle dépense donc chaque année 1 000 euros de cet investissement. On parle d'amortissement. On retranche cette somme à l'EBE et on obtient un résultat brut d'exploitation, REX, de 30 000 euros moins 1 000 euros, soit 29 000 euros. On ajoute au REX le résultat financier de la pâtisserie qui correspond à la différence entre les 4 000 euros qu'elle a gagnés grâce à ses placements financiers et les 6 000 euros d'intérêt qu'elle doit payer sur les emprunts qu'elle a contractés. On obtient un résultat courant de 29 000 euros moins 2 000 euros, soit 27 000 euros. La pâtisserie a subi un dégât des eaux qui n'a pas été entièrement couvert par l'assurance et qui lui a coûté 1 000 euros. On parle d'une charge exceptionnelle. Comme elle a revendu 2 000 euros une machine à macarons, son résultat exceptionnel est donc de 1 000 euros. On l'ajoute au résultat courant avant impôt et on obtient un résultat net avant impôt de 28 000 euros. Enfin, on soustrait à ce résultat l'impôt sur les sociétés. 28 000 euros moins 3 500 euros égale 24 500 euros. Ce montant représente ce qu'elle a réellement gagné, c'est le résultat net. Si le résultat net d'une entreprise est positif, elle peut choisir de le réutiliser pour, par exemple, investir pour développer son activité, verser des dividendes aux actionnaires qui ont investi dans l'entreprise, récompenser ses salariés, par exemple grâce à des primes. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Drôme et Économie. Aujourd'hui, nous allons parler de ce que gagne vraiment une entreprise. Pour que l'exemple soit parlant et simple, j'ai choisi un commerce de vêtements. Les chiffres que je vais donner sont propres à l'habillement, mais l'esprit est le même pour toutes les entreprises, quelle que soit leur taille. Anaïs vient de toucher sa première paye. Elle aime bien les vêtements et elle est décidée à se faire plaisir avec les 1 000 euros nets de son salaire. Si vous voulez savoir la différence entre salaire net, salaire brut et salaire brut chargé, je vous renvoie à ma vidéo qui traite de ce sujet. Anaïs, donc, file dans le magasin d'une grande marque de fringues. À la fin de la journée, elle a dépensé ses 1 000 euros. Le commerçant a gagné 1 000 euros. Enfin, pas tout à fait. Les 1 000 euros, c'est le chiffre d'affaires TTC. Pour arriver à ce qu'a gagné le commerçant, il faut d'abord retirer la TVA que va toucher l'État. En 2016, c'est 20% du chiffre d'affaires, soit 200 euros. Il reste donc 800 euros au commerçant. Enfin, pas tout à fait. Les 800 euros, c'est le chiffre d'affaires hors taxe. Mais il a quand même dû acheter lui-même les vêtements en Asie. Selon l'INSEE, la marge commerciale d'une entreprise de vêtements est de 47,6%. Cela signifie que, pour vendre 800 euros hors taxe de vêtements à Anaïs, le commerçant a acheté 419 euros de vêtements en Asie. Le commerçant a donc gagné 380 euros sur les 1 000 euros que lui a donné Anaïs. Enfin, pas tout à fait. Les 380 euros, c'est la valeur ajoutée du commerçant. Mais le commerçant doit aussi louer son local, payer ses employés, l'électricité, le téléphone, quelques taxes. Selon l'INSEE, l'excédent brut d'exploitation représente 29,5% de la valeur ajoutée d'un magasin de vêtements. Cela signifie que sur les 380 euros de valeur ajoutée, il reste 112 euros au commerçant. Le commerçant a donc gagné 112 euros sur les 1 000 euros que lui a donné Anaïs. Enfin, pas tout à fait. Pour arriver au bénéfice, il faut encore retirer les intérêts que le commerçant doit payer à la banque pour les emprunts qu'il a souscrits. C'est le résultat financier que l'on retire de l'excédent brut d'exploitation. Mais mettons qu'il ait déjà remboursé tous ses emprunts. Le commerçant a donc gagné 112 euros sur les 1 000 euros que lui a versé Anaïs. Enfin, pas tout à fait.
Le bénéfice est bien de 112 €. Mais le commerçant doit maintenant payer l'IS, l'impôt sur les sociétés. En mai 2016, l'IS est de 33,33% pour toutes les entreprises, avec une tranche à 15% pour les entreprises qui font un bénéfice inférieur à 38 120 € et de 35% pour les grandes entreprises, avec une contribution supplémentaire de 3% sur les dividendes versés. Mettons que notre commerçant soit un petit commerçant. Son IS est de 15% de 112 €, soit 16,85 €. Le commerçant a donc gagné 95 € sur les 1 000 € que lui a donné Anaïs. Merci d'avoir regardé cette vidéo, mettez-lui un grand pouce vers le haut, partagez-la, abonnez-vous et n'hésitez pas à me laisser un commentaire, je réponds toujours. Vous pouvez aussi me suivre sur Twitter et sur Facebook. Alors voilà, donc je tiens à préciser, comme vous l'avez entendu, ce sont des vidéos qui datent de 2015, de 2016, donc ce ne sont pas des chiffres qui sont valables pour cette année de 2020. Mais la manière dont est calculé le coût, que ce soit le coût de revient, le chiffre d'affaires, reste le même, puisque comme vous le savez tous, nous sommes le pays, il me semble, le plus taxé du monde sur tout ce qui est emploi. Donc on va pouvoir en parler un petit peu avec le président de la Chambre des commerces et de l'industrie de Guadeloupe, donc Monsieur Patrick Vial-Collet. Donc déjà, bonsoir, merci d'être venu ce soir. Bonsoir. Bon, ça va, pas trop? Ça va, ça va. D'accord, vous arrivez à gérer un petit peu cette crise? C'est une période qui est difficile pour tout le monde, je le mesure, mais elle est difficile pour moi, mais je pense à tous ceux qui, à cet instant, font des efforts considérables pour aller sur leur lieu de travail, servir les Guadeloupéens pour ceux qui ont des besoins. On a l'impression quand même qu'on fait tourner tout ce qui est essentiel pour le pays. Je pense à l'eau, à l'électricité, à tous ces commerces alimentaires qui sont indispensables pour notre vie au quotidien. Mais j'avoue que la ville fantôme, ou les villes fantômes, les communes fantômes que j'ai traversées de Sainte-Anne pour me rendre chez vous, m'ont quand même interpellé. J'ai vu que des entreprises fermées. Et ça, c'est quand même, pour un chef d'entreprise comme je suis, le président de la Chambre de commerce, je dois dire que c'est quelque chose qui marque. Oui, c'est très marquant, effectivement. Alors déjà, j'aurais voulu, s'il vous plaît, que vous puissiez nous faire un point récapitulatif de la situation économique de nos entreprises déjà en Guadeloupe aujourd'hui. Comment ça se passe? Alors si vous permettez, juste avant, parce que vous avez passé 3 petites vidéos assez sympathiques, et je voudrais quand même rebondir sur ces 3 vidéos. Oui. Alors moi, je suis aguerri à ce genre de choses. Mais franchement, on n'y comprend rien. C'est pour ça que je vous ai demandé de venir. Alors, parce qu'il y a énormément de charges et de taxes, exactement. Je vais essayer de démystifier tout ça. Une entreprise, c'est rien d'autre que la même chose qu'un ménage. Un ménage, il a des salaires, 1 ou 2, et puis il a des charges. Le loyer, le remboursement de la maison, les courses, le remboursement de la voiture, l'abonnement Canal+, l'abonnement de téléphone, etc. Toute une série de charges, et à la fin, il reste quelque chose, et on dit on va épargner. Alors en fin de compte, l'épargne, c'est ce qui nous reste après avoir payé l'impôt, c'est un peu le résultat net de l'entreprise. Les salaires, c'est ce qui est la recette de l'entreprise. Et le reste, c'est ce qui sont les dépenses. Mais comme nous, il y a les taxes. Quand vous prenez les salaires qui sont les revenus, vous avez bien compris, quand vous avez un salaire net de 800 €, ou 1 000 € ou 1 500 €, prenons un compte rond pour faire, 2 000 €, vous avez cotisé 2 000 €. Donc en réalité, vous avez travaillé pour 4 000 €. Mm-hmm. Et on vous a enlevé 2 000 €. Alors on dit, il y a une partie payée par le patron, l'employeur, et puis une autre par le salarié. Non, en fin de compte, tout est payé par votre force de travail. C'est vous qui avez travaillé. La preuve en est, c'est que si vous n'avez pas de salarié, vous n'avez pas de charge. Donc en réalité, il faut bien comprendre qu'on a plus ou moins dit charge patronale et charge salariale. Mais moi, j'ai été longtemps partisan à un moment donné de dire ce système, il ne responsabilise pas. Et j'aurais imaginé, mais on va à l'inverse de ce qu'on a fait, qu'au final, le salarié, on lui donne tout. Moi, je voudrais lui donner la totalité, c'est-à-dire quelqu'un qui gagne 2 000, je lui donne 4 000. Il fait lui-même son chèque à la CGSS, il fait lui-même son chèque aux ACEDIC,
il fait tous les chèques, y compris d'ailleurs celui au percepteur. Vous avez vu que maintenant on nous a dit prélever, c'est ce qu'on la compte, le fameux, ce qu'on vous retient. C'est pour ça que la vidéo est un petit peu ancienne, parce que après le net, on prend encore les impôts. Hein, on oublie que on n'est plus, c'est plus vous qui payez l'impôt, c'est nous qui le retenons. Tout simplement parce que quand c'est vous qui le payez, vous le payez moins bien. Quand c'est l'entreprise, on retient, donc il y a moins d'impayés. Pour bien comprendre que les entreprises et les salariés, au final, parce que souvent ils adorent ce système que je peux comprendre, hein, quand on le touche, ils veulent surtout pas qu'on le touche, mais c'est un système qui leur coûte au final extrêmement cher. Parce que imaginez qu'on travaille pour 4 000 € et qu'à la fin on n'en a plus que 2 000, c'est quand même quelque chose qui interpelle. Oui. Parce qu'en fin de compte, le salarié, il ne s'occupe que de son salaire net. Et il a toujours l'impression que finalement c'est pas grave, c'est pas lui qui fait le chèque. Donc, patronal ou salarial, peu importe, lui il regarde combien il a en net et il dit le reste c'est pas très grave. Donc ça c'est pour un peu démystifier les salaires. Et puis la dernière chose, c'est qu'on vous a fait, c'est bien les petits dessins animés, mais il faut savoir qu'une entreprise c'est à risque. Ce qui peut dire, vous pouvez faire tous les calculs que vous voulez, si vos charges fixes sont plus importantes que vos recettes, vous perdez de l'argent. Prenons l'exemple d'aujourd'hui. Et c'est ce que j'allais vous dire. Pour rebondir là où on est, toutes ces entreprises qui ont fermé. Et je peux comprendre cet élan de solidarité qu'il y a pour les salariés qui, malheureusement, seront en activité partielle. Donc c'est normal qu'il y ait un système qui permette de couvrir une partie des salaires. Et en réalité, vous l'avez compris, l'État prend à sa charge 84% du net en disant aux entreprises préfinancées, c'est-à-dire payez pour moi, parce que je n'ai pas toutes les données, tous les éléments nécessaires, vous les avez parce que vous faites les payes tous les mois, donc faites-le pour moi et je vais vous rembourser. Mais dans le même temps, les entrepreneurs qui, eux, ont perdu des recettes, alors qu'ils ont des charges, pas que salariales, eux, en réalité, ils n'auront aucune couverture. Oui, voilà. Donc les sommes vont être considérables et ils vont effectivement perdre de l'argent, prendre dans la trésorerie pour ceux qui en ont, puis ceux qui n'en ont pas, ils sont en train de se dire comment je vais faire, est-ce que je ne vais pas perdre mon entreprise. Il y a une deuxième catégorie de personnes qui sont ce qu'on appelle les indépendants. Je prends l'exemple d'un taxi. Je les connais bien, je discute régulièrement avec eux. Un taxi, c'est quelqu'un qui, quand il prend sa voiture, il n'a que des charges, de l'essence, les assurances, les taxes, l'amortissement de sa voiture. Et puis, il faut qu'il trouve un client. Parce que personne ne lui garantit un client. Si toute la journée, il a tourné, il a trouvé 0 client, eh bien, il comptabilisera une recette de 0 et des charges successives qui, pour un taxi, à mon avis, doivent avoisiner sans difficulté quelque chose aux alentours de 150 à 200 € quand on prend tout, tous les jours. Oui. Mais ce taxi aujourd'hui, il n'a plus de recettes. Il ne lui reste que des charges. C'est un indépendant. Et qu'est-ce qu'on fait pour cet indépendant ? Eh bien rien. Parce que comme ce n'est pas un salarié, il n'a pas d'activité partielle. Alors nous sommes en train de voir comment le gouvernement peut, avec les régions, créer un fonds de solidarité qui fasse en sorte que nous puissions véritablement aider à traverser la crise. Jamais compenser la perte. L'entreprise est à perte, à risque, vous voulez dire, pas à perte, à risque. Ça veut dire que nous savons que quand nous nous levons le matin, nous sommes face à un ensemble de charges, elles sont à peu près certaines, quoi qu'on fasse, elles seront là, et nous avons des recettes hypothétiques. C'est valable pour un restaurant, il met le couvert, tout est prêt, tout le monde est prêt en cuisine, et on aura ou pas des clients. Et c'est valable pour celui qui a le petit commerce à Pointe-à-Pitre, il a ses loyers, il a son électricité, sa climatisation, il a acheté des vêtements, et puis peut-être qu'il y aura des clients ou pas. Voilà, donc je voulais bien vous préciser ça pour que chacun on puisse comprendre ce que c'est un commerce, une entreprise, une prise de risque. Et là, je crois que pour tous les entrepreneurs aujourd'hui, c'est inédit ce qui leur arrive. Oui. C'est impensable. Pour moi, je pense que les entrepreneurs doivent se réveiller la nuit en se disant c'est un film de science-fiction. Et ils doivent se dire réveillez-moi, c'est pas possible. Mon entreprise, elle ne peut pas être fermée. J'ai envie d'aller travailler. J'ai l'habitude d'aller travailler. C'est valable aussi pour nos salariés. Ils ont l'habitude de se réveiller, de se retrouver entre eux et de repartir travailler, de rentrer le soir, etc. Notre vie est complètement bouleversée.
Oui, effectivement, d'ailleurs, vous avez parlé d'un point qu'on va lever tout à l'heure pour les indépendants, puisqu'il y a une histoire par rapport au fonds de solidarité de 1 500 €. Donc, est-ce que vous pourrez nous donner plus d'informations, justement, sur ce point ? Très bien. Alors, au moment où je vous parle, c'est une annonce qui a été faite par le gouvernement. Les choses sont relativement cadrées. Je vous donnerai les éléments. Et on attend les décrets d'application pour cette affaire qui devraient sortir, à mon avis, dans la journée de demain. D'accord. Qu'est-ce que ça dit ? Toute entreprise qui fait moins de 1 million d'euros de chiffre d'affaires, donc petite entreprise, celle qui fait 1 million, 1 euro n'est plus concernée. Donc 1 million au plus de chiffre d'affaires et qui aurait perdu de façon significative, alors c'était 70% de perte, je dis aux artisans que nous sommes en train de plaider la cause et que visiblement on aurait quelque chose de plus souple, ça ne serait plus une perte en pourcentage, on aurait quelque chose de plus souple qui va permettre de mieux prendre en compte les indépendants. Et à partir de ce moment-là, les indépendants recevraient une somme forfaitaire de 1 500 à 4 500 € pour la crise. C'est pas par mois, hein. Pour la crise dont on ne connaît pas. Non, c'est pas pour la. Je vous dis ce qu'il en est. Faites-moi grâce peut-être de mon. Si demain c'est pas exactement ce que j'ai dit, comme on n'a pas les décrets d'application, ça sera un peu compliqué. Non, mais je le dis aux chefs d'entreprise, vous comprendrez, mais eux peut-être comprendront moins bien. Donc au moment où je vous parle, c'est entre 1 500 et 4 500 sont éligibles, y ont droit toutes les entreprises qui ont moins de 1 million d'euros et qui auront effectivement pouvoir prouver qu'ils ont été frappés par la crise. On est plus en train de penser à des secteurs d'activité, c'est ce que je défends personnellement, plutôt que des baisses de chiffre d'affaires. Prenons un exemple. On sait très bien que tous ceux qui travaillent dans le tourisme, il n'y a plus un touriste, ils n'ont pas besoin d'aller prouver qu'ils ont perdu de l'argent. Oui. Ils n'ont plus de clients. Donc quand on n'a plus de clients, il n'y a pas besoin de faire des grands calculs pour comprendre qu'on ne peut que perdre de l'argent, puisqu'on n'a que des charges et pas de recettes. Et ce fonds est abondé par la région. Donc, je salue l'initiative de la région qui d'ores et déjà a abondé ce fonds de 1 million d'euros et l'État. D'accord. Bon, on aura plus d'explications tout à l'heure après cette courte page publicitaire. Alors, pour ceux qui nous rejoignent simplement maintenant, donc nous sommes dans notre émission Entreproms avec le président de la CCI de Guadeloupe, monsieur Vial Collet, qui nous explique un petit peu la situation et qui fait un point avec nous. Nous étions en train tout à l'heure de parler de cette histoire de salaire, de charge, afin que ce soit bien clair pour tout le monde, puisqu'il va y avoir des pertes. Maintenant, c'est voir comment on fait pour qu'il y ait le moins de pertes possible et pour qu'on puisse maintenir au maximum et au mieux surtout notre économie. Donc, pouvez-vous nous faire donc un point aujourd'hui par rapport à notre situation économique ? Alors, pour tous ceux qui se déplacent de temps en temps et qui voient cette catastrophe de tous nos commerces, nos industries, nos sociétés de services travaillent peut-être un petit peu encore parce que on a privilégié le télétravail, mais pour le reste, il ne se passe plus grand-chose. On a vu un petit peu d'émoi à l'aéroport parce que, bien sûr, il fallait tenter de faire partie dans les meilleures conditions les 17 à 20 000 touristes que nous avions au début de cette crise et permettre aux Guadeloupéens qui le souhaitaient de rentrer chez eux, à d'autres touristes qui étaient soit en bateau de croisière, je rappelle que ça a été compliqué, soit tout simplement à l'étranger, à un moment donné, de rentrer chez eux. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est quand vous avez une grosse crise, vous êtes censé rentrer dans votre pays où vous avez votre passeport, c'est-à-dire où vous êtes citoyen. Oui. Pour faire court, moi je ne peux plus aller aux États-Unis. Oui. Je ne peux pas rentrer aux États-Unis. Et un Américain ne peut plus venir en Guadeloupe. Oui. Parce que les frontières ont été fermées pour se protéger. Mais on ne peut pas fermer les frontières tout de suite, parce qu'il faut quand même donner aux gens et à tous ces voyageurs le temps de prendre un billet d'avion,
de rentrer chez eux dans les meilleures conditions, parce que c'est pas facile. Hein. Et je pense, à l'instant où je vous parle, à quelques Guadeloupéens ou Martiniquais, donc des compatriotes antillais, qui peut-être, on le saura dans les semaines à venir, n'ont pas réussi, malgré tout, à regagner leur domicile. Probablement qu'il doit en exister quelques-uns. Et là, nous allons vers ce qu'on appelle les derniers vols. Alors, tout le monde a eu peur, on s'est dit c'est fini, il n'y aura plus de vol à partir de ce soir, on ne peut plus rentrer. C'est pas tout à fait ça. Vous avez des vols ce soir, vous aurez des vols demain, vous aurez des vols après-demain. Mais ces vols, vous ne pouvez plus les faire selon des conditions que vous aviez l'habitude. On C'est-à-dire fait plus de vols de confort. Déjà, vous ne pouvez plus aller en vacances. Voilà, c'est ça. En fin de compte, les restrictions, elles sont assez faibles. Ce que vous avez le droit de faire, c'est tout sauf. Oui. Donc tout sauf une urgence familiale, décès dans votre famille, une obligation professionnelle non reportable. Oui. C'est pas Et puis ceux qui veulent aussi rentrer chez eux continuent à pouvoir le faire selon des conditions. Mais quand ils arrivent à l'aéroport, on leur dit vous vous mettez en quarantaine, car en réalité, on considère qu'ils pourraient être potentiellement porteurs de la maladie, donc de la transmettre. Je rappelle pour tous vos téléspectateurs et tous les compatriotes qu'au final, ce Covid-19 qui nous pose d'énormes problèmes, c'est nous qui le colportons. Oui. En fin de compte, c'est l'humain qui, de par le fait qu'on voyage partout, le colporte, parce que n'imaginons pas que les conteneurs ou les télés qu'on a touchés en Chine puissent être contaminés ici. Il y a longtemps que le virus est mort. Oui, ça, oui. Mais nous, par notre comportement, parce qu'on pose nos mains ici, et puis après quelqu'un vient ici, le prend, et au final, à la fin, parce que c'est pas là que ça fait mal, on va le porter aux yeux, au nez, à la bouche, c'est-à-dire dans des endroits où il va pénétrer dans notre corps, et c'est à partir de ce moment-là que ce virus va commencer à faire un ensemble de dégâts qui sont plus ou moins graves selon les individus. Et donc les mesures de protection, de freinage de la propagation du virus, que tout le monde connaît maintenant, mais qui au début étaient respectées par personne, disons-le franchement, ils sont, je les rappelle parce que je veux toujours rappeler, assez simple. On se lave les mains le plus souvent possible. Pourquoi ? Parce que chaque fois qu'on touche et qu'on se lave, on remet les compteurs à zéro. C'est-à-dire, si on en avait et qu'on déposait un peu partout, au moment où on se lave, c'est fini, on est reparti avec des mains non contaminées. La deuxième chose, on ne se donne plus la main, parce que chaque fois qu'on donne la main, et Dieu seul savait qu'on le fait, eh bien, on véhicule à l'autre personne la contamination, on évite les accolades, etc. Et puis on se tient un mètre. Alors, pourquoi un mètre ? C'est parce qu'en réalité, au-delà d'un mètre, vous n'avez plus dans l'air, parce que quand vous parlez, il y a des postillons, il y a des choses qui circulent. Des projections. Les projections, comme on dit. Et au-delà de ce mètre, vous n'avez tout simplement plus de risque en ce qui concerne la contamination. Donc c'est vrai que c'est difficile pour nous, c'est vrai que dans une famille, se dire que s'il y a quelqu'un de chez nous qui est potentiellement porteur du virus parce qu'il a quelques repères température, toux aigu, perte de sens, hein, on dit toujours si on n'a plus tout à fait les mêmes sens, il est potentiellement, mais j'ai envie de dire à ces familles, écoutez, qu'est-ce que c'est que 14 jours dans une vie ? Oui. Faites ce geste qui peut paraître difficile au moment où vous le faites, hein, c'est-à-dire que vous allez faire cette barrière de protection et vous n'irez plus au contact de vos proches, vous ne les serrez plus dans les bras et vous vous lavez les mains le plus souvent possible pour ne pas toucher partout dans la maison, et à ce moment-là vous protégez tout simplement vos proches qui sont dans la maison. Voilà, c'est ça le problème, c'est ça le drame, et si vous voulez, le drame de ce virus, c'est sa propagation. Oui. C'est le nombre, c'est-à-dire qu'il n'est pas potentiellement plus dangereux qu'un autre, mais il est potentiellement plus dangereux parce qu'on va arriver à un nombre de personnes qui sont contaminées qui est énorme, et où on aura du mal à traiter tout le monde, notamment ceux qui ont besoin d'être hospitalisés ou besoin de soins intensifs.
D'accord. Tout à l'heure, vous parliez justement des gens qui ont continué à travailler. Bruno Le Maire a fait un discours il y a quelque temps au sujet d'une prime qui va être versée aux salariés. Donc en France, les hypermarchés, les Auchan, Système U et autres distributeurs, ils ont versé cette fameuse prime en réponse à l'appel de Bruno Le Maire. Est-ce qu'ils ont fait une démarche? Comment ça va se passer ici? Est-ce que nos salariés doivent faire une démarche puisque les magasins sont restés ouverts? Comment ça fonctionne? Alors bon, je ne veux pas répondre pour les entreprises, je vais simplement dire qu'à un moment donné, sans critiquer l'appel de notre ministre, la préoccupation des chefs d'entreprise ici, c'est pas d'imaginer qu'ils vont pouvoir donner une prime parce qu'ils auront du mal à la fin du mois à payer leur salaire, donc tout simplement à respecter le contrat. Déjà. Alors si moi je suis salarié, vous n'arrivez pas à me payer à la fin du mois, c'est pas la peine de me parler d'une prime. Ça c'est la première chose. Surtout que tous les secteurs ne sont en plus pas concernés. On a eu l'exemple du bâtiment. Deuxièmement, moi j'ai un petit peu de gêne. Je vais essayer de vous expliquer pourquoi. Si avant la crise je pouvais donner une prime, j'aurais pu le faire, mais pourquoi attendre une crise pour donner une prime? Ça, c'est une prime. Ça, c'est ma première interrogation. Si je peux encore comprendre qu'on puisse encourager ceux qui prennent des risques, disons-le, parce qu'on oublie simplement qu'une caissière, ça prend plus de risques à la caisse que si vous étiez chez vous. Oui. Bon. Donc, font l'effort de venir dans les magasins pour pouvoir faire tourner ces magasins, alors qu'ils ne tourneront jamais normalement comme ils devraient l'être, mais simplement dans le but, entreprise citoyenne, de permettre à ceux qui en ont besoin, c'est-à-dire de pouvoir aller faire des courses, je trouve ça plutôt bien. Et dans ce sens-là, je trouve qu'encourager les salariés qui font un effort, je suis totalement favorable. J'aurais pas parlé de prime. Parce que c'est pas une prime, c'est plus une reconnaissance, un geste. Et c'est vrai que le gouvernement, qui chaque fois qu'on fait un geste, il faut qu'on paye des charges sociales dessus, ils auraient pu tout simplement dire tout geste fait pendant la période de la crise, quel qu'il soit, sera défiscalisé, c'est-à-dire ne supportera ni pour celui qui le reçoit, ni pour celui qui le paye, aucune ponction fiscale ou sociale. Ça aurait été plus élégant que de dire, voilà, ça c'est mon avis, bon maintenant chacun... Ça aurait été plus simple aussi, puisque... Puis je vais vous dire, je vous le dis comme ça, mais l'heure n'est pas à porter les critiques. Nous traversons une crise extrêmement grave. Les Yaka Faucon, on les connaît, il y a plein de gens qui vont vous dire vous auriez dû faire ça, on ne comprend pas qu'il y ait des gens à l'aéroport qui n'arrivent pas à joindre les compagnies aériennes. Tout ça, les gens n'imaginent pas que dans une crise, on n'est pas préparé. Aucun outil n'est fait pour gérer une crise. Donc à partir de ce moment-là, tout ce qui fonctionne normalement ne fonctionne plus. Les hôpitaux ne fonctionneront pas normalement. Les compagnies aériennes ne fonctionneront pas normalement. Je vous donne un exemple d'une compagnie aérienne. Pour faire décoller un avion, il faut du personnel. Oui. Il faut nécessairement faire rentrer du kérosène. Il y a des contrôles de sécurité qu'il faut faire. Il faut aussi que les personnes qui sont dans les tours de contrôle soient là. Et une compagnie aérienne, au moment où elle décide que son avion va partir, s'il lui manque le pilote, il restera à terre. Oui. Si le contrôle de la tour aérienne dit on ne décolle pas, on ne décolle pas. Et puis, il y a plein d'éléments techniques comme ça qui viennent perturber. Et c'est à ce moment-là que les compagnies vont découvrir et dire on ne peut pas décoller. Et là, vous avez des passagers, comment ils le savaient? C'est vrai que c'est un petit peu ce qui se passe. Si parce que deuxième chose, je ne suis pas là pour défendre les compagnies, mais je veux simplement vous dire et exposer ce à quoi elles sont confrontées. Une compagnie aérienne a un call center, c'est-à-dire un numéro où vous pouvez appeler si vous ne pouvez pas changer sur Internet et qui permet d'arriver à faire les changements, moyennant ou pas un règlement financier. Mais les call centers, pour beaucoup de compagnies, il y en a qui sont au Maroc, il y en a qui sont en Afrique, il y en a qui sont... Quand vous avez... 1000 personnes qui travaillent dans un call center, les très grosses compagnies, et que vous vous retrouvez avec non plus 1000 personnes qui travaillent, mais 200, non plus avec 2-3 000 appels par jour, mais 20 000. Donc vous avez
5 fois plus ou 10 fois plus d'appels et 2 fois moins de personnel. Salariés, oui. Vous voulez que ça marche comment? Ouais. Mais on dit c'est pas normal que les compagnies ne répondent pas. Si vous voulez, il faut que les consommateurs, les citoyens se disent qu'on est dans une situation exceptionnelle, extrêmement dure à gérer et qu'il faut être tolérant parce que derrière tout ça, il y a encore des gens qui travaillent, qui viennent à l'aéroport, qui sont en contact. Je pense au personnel des compagnies aériennes, je pense au personnel de l'aéroport. Ils savent qu'ils sont dans un lieu exposé. C'était pareil pour le personnel des hôtels. Oui. C'est pareil pour le personnel, ceux qui ont des bus. Oui. Ils se posent des questions, mais ils font le job. Alors, quand vous faites un job difficile, qu'en plus, vous rentrez chez vous en vous disant est-ce que j'ai pas attrapé le Covid que vous pouvez donner à vos proches, et qu'en plus vous vous faites critiquer, ça démoralise ceux qui sont là et qui nous servent, auxquels on devrait plus avoir une reconnaissance. Et je profite d'ailleurs de votre entraide pour saluer leur courage, saluer leur travail et les remercier de tout ce qu'ils font pour permettre aux uns et aux autres de pouvoir rentrer. Ça a été valable pour ceux de nos compatriotes qui étaient sur le Costa. Bon, c'était difficile, alors il y a des gens qui disent oui, il ne fallait pas les laisser rentrer, d'autres qui disent pourquoi ils sont partis. Ils sont partis parce qu'au moment où ils sont partis, c'était pas interdit. Puis ils sont rentrés parce qu'au moment où ils sont rentrés, il fallait qu'ils rentrent chez eux. On ne va pas leur dire de sauter par-dessus bord quand même. Donc à un moment donné, il faut quand même bien comprendre les choses. C'est beaucoup plus simple de donner des leçons que de régler des problèmes. D'accord. Alors, autre chose aussi, nous avons des primeurs et autres indépendants qui travaillent dans l'agroalimentaire. Nous avons eu un problème avec les marchés. Les maires ont fermé les marchés pour beaucoup de nos communes en suivant l'indication de pas plus de 100 personnes réunies dans le même lieu. Mais en même temps, les magasins qui sont peut-être même source de plus de virus, puisqu'il faut peut-être 200 personnes pour acheminer, donc beaucoup de personnes qui touchent les produits pour que ça arrive en rayon. Donc, est-ce qu'il n'y a pas un problème et comment régler ça? Parce qu'on ne peut pas laisser nos agriculteurs avec leurs fruits et toutes leurs pertes, sachant qu'ils ont déjà extrêmement de complications ici. Vous savez, c'est quand vous vivez une crise majeure comme celle à laquelle on est confronté, il faut raison garder, prendre du recul sur ses décisions, prendre le temps. Le virus, il n'est pas en train de voyager à 300 km/h. C'est pas un scud qu'on est en train de prendre pour prendre les bonnes décisions. Et moi, je considère qu'un certain nombre de décisions sont trop hâtives. Elles ne correspondent pas à la situation du moment, et en plus elles sont un signe qui quelque part peut être, ça peut porter beaucoup de confusion et éloigner les uns des autres, alors qu'à ce moment, même si on ne peut pas se toucher, c'est de la solidarité dont nous avons besoin. Je dis toujours une crise collective avec une réponse individuelle. Les maires, on voit bien que chacun animé de bonne volonté. Je ne doute pas de ce que Marie Galante, les Saintes, je pense à Marie Zetzol que je connais très bien, je ne doute pas qu'elle a pris cette décision en son âme et conscience, en se disant c'est ce qu'il faut pour mon peuple, c'est ce qu'il y a de mieux. Vous parlez de la décision de fermer de l'arrivée des bateaux. Bon, moi c'est plutôt sur la partie pour les... Non, on va y arriver, parce que c'est les maires qui font ça. Oui. Donc, toute cette partie, si vous voulez, de décision... je prends celle-là parce qu'elle est quand même lourde de conséquences quand vous êtes à Marie-Galante. Après, si les Guadeloupéens commencent à dire aux Marie-Galantais qu'ils ne peuvent pas rentrer parce qu'ils veulent la même protection des uns et des autres, puis après à Gosier on dit qu'on ne va pas à Sainte-Anne, il faut quand même faire attention à tout ce genre de choses. On est là non pas pour nous diviser les uns les autres, mais pour faire en sorte qu'on lutte contre cette crise ensemble. Je rappelle que ce sont des Chinois qui sont venus aider les Italiens, oui. Et j'appelle la communauté chinoise à se mobiliser. Elle est très grande ici, pour ceux qui nous écoutent. Peut-être que c'est les Chinois qui viendront nous aider dans 2 semaines, 3 semaines, 4 semaines. D'ailleurs, ils ont déjà envoyé, je crois, 1 million de masques ou quelque chose comme ça. Vous voyez, donc on est là pour être ensemble, faire ensemble, et non pas se diviser. Quelqu'un qui est porteur, c'est pas un pestiféré. C'est quelqu'un, tout simplement, qui a connu une difficulté du fait de cette contamination, qui va probablement s'en sortir en 90% des cas, qui va être hospitalisé pour une partie.
qui va avoir des soins intensifs pour d'autres, et malheureusement, au final, quelques-uns vont perdre leur vie. C'est pas une petite affaire, hein. Mais là, je pense qu'il faut faire attention à ce qu'on fait. En ce qui concerne l'économie, parce que là, je parlais de ça parce que c'est le transport des personnes. Des marchandises. On avait des touristes qui étaient bloqués là-bas. Si tout le monde avait réagi pareil, ces touristes, ils seraient restés à Marie-Galante, parce que il suffit que les Guadeloupéens disent on ne les veut pas en Guadeloupe, ils ne vont pas à l'aéroport, et puis c'est tout, et puis ils restent là-bas. Bon, voilà, il faut faire attention à ce qu'on fait. Deuxième chose, sur les marchés. Alors il y a eu de la précipitation à un moment donné, parce que le gouvernement, pour moi, n'a pas été suffisamment clair. Oui. Qu'est-ce qu'on a dit aux chefs d'entreprise et qu'est-ce qu'on a dit aux citoyens, donc aux consommateurs? On a dit aux chefs d'entreprise, tout ce qui reçoit du public est fermé, excepté une première liste qui s'est allongée par la suite. Et donc, premier visé, c'était les restaurateurs. Message extrêmement simple. Si vous ne faites pas de vente à emporter, si vous n'avez pas des drives, vous devez fermer. Ça, c'est clair. Puis on a dit à d'autres entreprises, vous pouvez ouvrir, mais en revanche, vos consommateurs, il ne faut pas trop qu'ils se déplacent. Alors, certaines industries ont dit oui, ça ne nous dérange pas trop, on va un petit peu produire, mais une industrie, ça ne produit pas pour stocker. Et donc, à partir de ce moment-là, s'il n'y a pas de consommateurs, vous n'allez pas produire du pain pour ne pas le vendre, ou du yaourt pour ne pas le vendre, ou etc. Donc, on a posé un problème majeur à l'économie et c'était pas clair. Et pour revenir au marché, qui est votre question, qui pose problème, parce que je pense aux agriculteurs, je pense aux pêcheurs. C'est une grosse économie chez nous, pour les gens le qui pêcheur, travaillent. il a encore le poisson qui est dans l'eau, il va le chercher ou pas. Mais l'agriculteur, il n'a pas le choix. Non. Soit ça pourrit sur pied, soit ça pourrit dans le frigo, soit ça pourrit là où c'est. Et donc, moi, je considère que le fait qu'on dise qu'on ne peut pas avoir plus de 100 personnes, c'est quand on est fermé, pas quand on est en plein air. La preuve, si vous respectez le mètre de distance... Oui, il suffit excusez-moi. À Nantes, le marché alors, dites-moi une chose simple. Est-ce que vous trouvez plus dangereux d'aller sur un marché en respectant 1 mètre les uns des autres que d'aller dans un supermarché climatisé et fermé? C'est ce que je vous disais au départ, sachant que dans les supermarchés, les vous avez des maires qui ont considéré qu'il fallait plus ça, mais et d'autres maires qui n'ont pas pour autant fermé les magasins grande surface. Et là, il y a quelque part de la part une incompréhension, peut-être même une injustice, Et moi, j'invite les maires à plus de discernement pour ce qui concerne les marchés, pour essayer qu'on puisse vivre. Alors, il faut peut-être qu'il y ait un peu de police municipale pour faire en sorte des barrières de sécurité, peut-être. Demander aux agriculteurs de préparer les sachets à l'avance. Les sachets à l'avance, on peut imaginer qu'il y ait des cordes ou des marques par terre. On a compris que c'était dangereux. Compris que c'était dangereux. Donc maintenant, on sait qu'il faut faire attention. Donc je pense qu'on n'a pas franchement besoin, privilégier peut-être le paiement, ce qui pose peut-être problème, le paiement par carte. Demander qu'ils aient un TPE. Plutôt que le paiement par papier. Si on paye par papier, mais il faudra des gants. Parce qu'au magasin, on paye par papier finalement et tout le monde est à la chaîne. Il faut qu'on trouve un moyen de continuer à vivre. Il ne s'agit pas, alors, à moins qu'on arrive à cet extrême, il ne s'agit pas de dire qu'on va rester chez nous pendant 40 à 50 jours sans sortir, en ayant fait les provisions qu'il faut et attendre que ça passe. Il faut quand même qu'on fasse un peu d'exercice, qu'on sorte. Oui, surtout au niveau de la santé, on ne peut pas manger que des chips et des boîtes de conserve. C'est absolument pas possible. Et vous savez, à un moment donné, quand vous n'avez plus d'activité et que vous n'avez plus rien de social, pour l'instant tout va bien, mais on ne sait pas comment, dans 40 jours, vous allez vivre tout ça. Donc moi je pense qu'il faut essayer de garder une vie, limiter les risques. Franchement, c'est pas la peine, il y a des choses qui sont inutiles. Quand on voit certaines choses où tout le monde est ensemble, etc. Non, ne le faites pas. Maintenant, quelqu'un qui marche, j'ai envie de dire, ça va peut-être choquer. Moi je dors avec ma femme dans mon lit. Je vois pas qu'est-ce qui nous empêche de marcher la main dans la main, parce que de toute façon on est ce qu'on appelle on est contact. À partir du domaine, on est contact et on n'a pas de signe. On est en contact. Par contre, à partir de ce moment-là, on évite et on garde la barrière de mètre, même avec nos proches. Donc du coup, si on a quelque chose, c'est nous, mais on n'a pas décidé de faire chambre à part.
Donc le problème est réglé. Par contre, on ne l'impose pas aux autres. Oui. Et donc, à partir de ce moment-là, on évite la propagation du virus tout en gardant une vie normale. Donc moi, je crois qu'il faut qu'on réfléchisse à tout ça. Ça va être long pour permettre aux agriculteurs de décoller leurs marchandises. Alors, il y a peut-être d'autres moyens, des numéros de téléphone. On fait on prépare les choses. Ils ont commencé à s'organiser. Chacun vient avec sa voiture à une heure précise. On peut se servir d'Internet, on peut se servir du téléphone. Mais il faut vraiment qu'on puisse avoir une vie qui ne sera jamais normale, mais qui puisse permettre aux uns aux autres. Voilà, il faut qu'on puisse s'adapter. Est-ce que, alors vous, là, c'est pour ça que vous êtes là aujourd'hui, puisque l'exécutif a décidé de vous nommer vous, ils vous ont choisi vous au niveau des CCI, donc toutes les CCI de France, pour être les intermédiaires entre eux, pour tout ce qui est domaine pour les entrepreneurs. Alors je ne sais pas si c'est vraiment votre compétence, puisque je sais que c'est les mairies, vous m'avez déjà répondu sur ce point, mais est-ce que vous pouvez peser et voir avec les maires si c'est possible de rouvrir ou bien de mettre en place des points afin que les agriculteurs puissent écouler au moins leurs marchandises, puisque de toute façon les gens ont le droit et les commerces alimentaires sont ouverts et on ne peut pas perdre toute notre économie en laissant tous les agriculteurs faire faillite. Donc est-ce que vous pensez que vous, au niveau de la CCI, vous pouvez intervenir concrètement sur ce point, quitte à ne pas rouvrir des marchés, mais à mettre des points de vente, permettre par exemple que les agriculteurs viennent devant les supermarchés, pourquoi pas, je ne sais pas, trouver des solutions que nous pouvons appliquer. Alors nous sommes au début de la crise. Nous ne sommes pas dans la crise. Nous commençons la crise. Nous démarrons la crise. Je parle aux maires. Je connais nombre de maires, peut-être presque tous, pour être très honnête avec vous. C'est un métier difficile d'être maire. Oui, parce qu'eux protègent la population. Ils protègent la population. Quand ils prennent cette décision... C'est pour protéger la population, d'ailleurs. Il n'y a aucun maire qui a décidé qu'il fallait interdire ça, nous sommes d'accord. Les agriculteurs d'écouler leur... Mais vous savez, je vais juste les défendre là-dessus. Il y a un tel principe de précaution qu'on met toujours en avant. Oui. C'est qu'à un moment donné, on veut dire aux maires, faites, puis quand il y a un accident, c'est eux qui sont responsables. Donc on a un problème de gestion de nos sociétés avec la responsabilité. Mais en ce moment, franchement, il y a une telle... on est hors cadre, j'ai envie de dire. Donc il s'agit de prendre les précautions d'usage pour permettre que la vie puisse avoir un semblant de normalité, en sachant bien que c'est quasiment impossible qu'on puisse aller et venir comme on l'entend, puisqu'il y a des restrictions. Oui, ça on le sait. Mais on peut peut-être arriver, en étant créatif, inventif, à trouver des solutions. Et moi je pense que la Chambre de commerce peut aider, et je pense qu'on peut travailler avec les maires sur un certain nombre de choses pour faciliter. Si on nous a mis un référent, c'est très simple, c'est parce que la Chambre de commerce, c'est celle qui connaît mieux les entrepreneurs. Oui, c'est ça. C'est celle qui connaît mieux les entreprises et c'est celle qui connaît très bien les salariés. On oublie souvent ça, c'est qu'au contact des salariés, les premiers qui sont en contact quotidien, tous les jours, quel que soit, c'est le chef d'entreprise, parce qu'il y a peut-être quelques entreprises sans salariés, mais j'ai rarement vu des salariés sans entreprise. Oui, effectivement. Mais justement, on parlait des marchés, donc on parlait tout à l'heure. Pourquoi les plages sont-elles fermées alors ? Alors ça, je vous avoue que c'est une bonne question. Et j'ai essayé d'y réfléchir rapidement. Alors je me suis dit au départ, ils ont fermé les plages en métropole, parce que de toute façon, il n'y a pas grand monde qui se baignait, parce qu'il fait froid. Même pas, et finalement, je crois que les gens sont descendus dans les régions côtières pour pouvoir aller se baigner. C'est pour éviter que tout le monde aille sur la plage et crée un vent de panique. Et puis je me suis dit aussi, peut-être que ça éviterait qu'il y ait ici et là des secours obligatoires pour les personnes, tellement il y en aurait. Bon, c'est toujours le problème, le principe de précaution. Moi, je constate qu'on est une île, qu'au final, beaucoup de gens habitent tout simplement au bord de l'eau, qu'on nous recommande de faire de l'activité, que aller sur les plages c'est plutôt une bonne chose, marcher sur la plage c'est plutôt une bonne chose, que prendre un bain je ne vois pas en quoi c'est mauvais, et donc je suis vraiment interpellé sur des décisions au niveau national qui s'appliquent forcément sans distinction au niveau local et qui ne correspond pas vraiment pour nous. à ce qu'on devrait faire. Je vais même plus loin. D'accord. À ce qu'on devrait faire pour passer cette crise. Oui,
se baigner, à mon avis, c'est plutôt favorable, notamment pour ceux qui n'ont pas d'eau, parce que le robinet ne coule pas. C'est mieux d'aller à la mer. C'est mieux. Le sel, c'est bon, je crois. Oui. Deuxièmement, oui, avoir de l'activité de plein air, plutôt que dans des salles ou n'importe enfermées. C'est mieux de marcher en plein air que de marcher dans sa maison. Parce que le plein air, c'est la meilleure chose qu'on puisse avoir pour limiter le virus. Et puis, j'ai envie de dire, ceux qui ont quelques activités nautiques, franchement, j'aime bien, avec mon fils, aller faire un petit coup de pêche sous-marine rapidement pour prendre 3-4 poissons pour la famille. Je ne comprends pas que je ne puisse pas aller à 10 mètres dans la mer et qu'on me dise il faut que tu ailles à Milénis. Non mais vous voyez le non-sens. C'est que du bon sens. Donc je me dis il y a là quelque chose où on a généralisé sans distinction et que quelque part c'est peut-être pas la meilleure des choses. Alors moi je comprends cette difficulté que peut avoir un gouvernement dans une crise extrêmement rapide où il faut prendre des décisions pour tout le monde. Mais moi, je suis extrêmement favorable à ce que les préfets puissent adapter certaines décisions avec le bon sens qui est le leur, peut-être les adapter au niveau des Antilles françaises, pour essayer de ne pas créer de différence entre la Guadeloupe et la Martinique. Mais moi, j'aurais préféré qu'on puisse laisser les Guadeloupéens aller sur les plages et prendre un bain. Voilà, si c'est ça votre... Oui, quitte à choisir entre aller dans un centre commercial ou aller se baigner, autant aller sur son marché acheter ses fruits et légumes et ensuite aller se baigner à la mer. Nous sommes d'accord de ce côté-là. En plus, ça fait fonctionner l'économie locale. Voilà. Je reviens à ma dernière question que je vous ai posée au mois de décembre. Est-ce qu'il ne serait pas temps, justement, de consommer plus ce qui est produit chez nous ? Non, mais ça, c'est quelque chose de permanent. C'est-à-dire que, en gros... Ça devrait nous servir de leçon, quand même. Ouais, j'aime pas trop le mot leçon parce que ça fait comme si il nous a fallu une bonne crise pour comprendre qu'il fallait consommer différemment. Les patates douces, et je ne sais. Bon, moi je vois pas les choses comme ça. Moi je crois qu'on est dans une nouvelle société où faire venir des choses très loin pour les consommer, c'est pas écologique. Nous sommes d'accord sur ce point. Les meilleurs produits, ils sont ceux du terroir. J'en veux pour exemple une coquille Saint-Jacques. Franchement, c'est franchement bien moins bon qu'un poisson ou une langouste. Que nous avons ici, j'ai rien contre la pomme de terre et autres, mais moi je préfère une bonne igname, une patate douce, voilà. Donc travailler les produits locaux, c'est bien. Maintenant, il faut être raison gardée. A-t-on suffisamment de production localement pour répondre à la consommation locale? Je vous réponds non. Deuxième question. A-t-on des prix qui sont suffisamment compétitifs pour des ménages qui n'en auraient pas les moyens? Je réponds encore non à cette question. Ça, c'est peut-être dû à la production. Non, mais je réponds à des questions qui sont posées. Oui. C'est-à-dire, quand à un moment donné vous dites il faut tout ce qu'on mange, tout ce qui est local, il faut se poser deux questions très simples. Est-ce qu'on produit assez? C'est-à-dire, a-t-on assez? Et deuxième question, quel va être le prix des choses? Alors, je peux vous garantir que si on se met tous à manger local, les prix vont exploser, parce qu'il n'y en aura pas assez. D'accord. Et puis, donc du coup, on aura un problème pour les personnes qui n'en ont pas les moyens. Donc moi, je crois qu'il faut augmenter la production locale, c'est une certitude. Le tourisme en a besoin. Un client qui vient dans un restaurant, je ne parle pas de local, mais un client qui vient dans un restaurant en Guadeloupe, un touriste, c'est pas pour manger de la pomme de terre. C'est pas pour manger la raclette ou de la pomme de terre ou même le steak haché. Il vient pour découvrir les saveurs locales, les confitures locales, tout ce qu'il y a. Les jus locaux, le jus de pomme, bon, c'est sympathique, mais honnêtement, ça fait pas partie des choses. Il préférera de loin avoir un jus de maracuja, un jus de citère, goyave, on en a. Il sait pas ce qui manque. En plus, je rajouterais qu'on a une diversité entre nos fruits et légumes qui est inimaginable. Donc c'est plutôt positif. Donc si ça peut changer un petit peu dans ce sens-là et produire plus, pourquoi pas. D'accord. Alors dernière question, après on va ouvrir les appels.
est-ce que la plateforme, parce que nous avons eu beaucoup de retours pour les gens qui ont été s'inscrire pour le chômage partiel, beaucoup de gens ont reçu une réponse disant les critères ils ne correspondaient pas aux critères, alors que c'était censé être ouvert à tous. Donc comment ça fonctionne, et si c'était un dysfonctionnement, est-ce qu'il a été réglé? Alors je vais être très précis et je vais dire à tous ceux qui ont essayé d'aller sur la plateforme de la DIEC, qui ont eu soit du mal à se connecter, soit qui n'ont pas encore eu de réponse au moment où je parle, soit qui en auraient eu une négative. Ce dont je n'ai pas connaissance, puisque nous travaillons, mes équipes travaillent avec la DIEC de façon extrêmement serrée, hein. C'est près de 400 ou 500 demandes qui sont traitées. Hein. C'est un volume, imaginons que nous allons avoir 12 ou 15 000 entreprises qui vont aller sur cette plateforme, d'où le fait que je dis allez-y, mais si je dis à tout le monde d'y aller demain matin, le site y tombe, hein, c'est-à-dire il ne fonctionne plus. Moi je considère qu'aujourd'hui, toute entreprise qui a été frappée par le Covid-19, dès lors qu'elle est soit obligée de fermer de par l'État, soit elle ne peut pas travailler parce que l'État empêche les consommateurs de venir à elle, soit parce qu'elle a été désorganisée du fait que les autres ne peuvent pas travailler. Je prends un exemple. Je suis un sous-traitant. Je suis un sous-traitant où je travaille dans le BTP. J'ai décidé de couler une dalle et ça fait juste 1h30 que j'attends le béton qui doit arriver et on me dit il arrive mais il vient jamais. Et quand j'appelle, on finit par me dire que celui qui devait faire le béton n'est pas venu. Donc vous voulez que j'ouvre une entreprise, et pendant ce temps moi je paye tous ceux qui attendent pour pouvoir couler une dalle. Donc à ce moment-là ça veut dire que je ne suis pas opérationnel. Donc moi j'encourage vivement, et je voudrais vraiment essayer de comprendre je dis bien, nous avons ouvert, je vous encourage à le mettre à votre antenne de temps en temps. Nous avons un numéro que je ne l'ai pas par cœur en tête, vous l'avez, donc je vous demande de le faire et de le mettre. Nous avons également une adresse email spécifiquement pour les entreprises. N'hésitez pas, j'ai mobilisé tout le personnel de la CCI pour être derrière ce téléphone et cette adresse, parce que je dois vous avouer qu'en temps normal, le téléphone il sonne, peut-être 2 fois, 3 fois, 4 fois, mais là, ça sonne tout le temps. Hein. J'imagine. Bon, donc, mais indépendamment de ça, c'est ma première préoccupation, c'est de répondre aux entreprises à toutes les questions qu'elles pourraient se poser, et si besoin, établissement public de l'État, chambre de commerce, nous prenons contact avec la DIEC pour voir quelles sont les raisons objectives qui a fait que cette entreprise aurait été écartée d'un droit où finalement elle subit, comme les autres, des diminutions de chiffre d'affaires. Mais en revanche, il ne faut pas que ça soit une opportunité non plus. Il ne s'agit pas dans cette crise que les entreprises se disent moi j'ai décidé de baisser les bras, donc finalement je préfère, parce que c'est plus simple pour moi, avoir recours à l'activité partielle. Parce que si on fait tout ça, c'est plus un problème, c'est que c'est l'entreprise France qui va imploser. Plus personne ne pourra payer personne. Oui. Parce qu'on oublie que l'État, c'est une entreprise, l'État. Et les actionnaires, c'est vous et moi. Oui. Et les recettes, c'est nos impôts. Oui. Et les dépenses, c'est la solidarité. Donc à un moment donné, si on ne produit pas l'effort, c'est tout l'État qui va imploser. Oui. Alors le numéro c'est 0800 donc 111 971, donc c'est un numéro que vous pouvez retenir, 0800 111 971. Alors pour les gens qui veulent poser des questions, si vous êtes entrepreneur, là nous allons ouvrir l'antenne, n'hésitez pas à appeler au 05 90 96 10 10 et vous pouvez poser votre question à monsieur Vial-Collet qui va vous répondre en fonction des démarches que vous avez à faire et de ce qui ne fonctionne pas ou de ce que vous n'avez pas compris au niveau des certaines choses, indemnités qui sont mises en place par l'État. Alors, l'État a mis en place un fonds afin d'aider. Alors moi-même, j'ai pas très bien compris parce que ça a changé plusieurs fois. Il y a eu un discours encore dernièrement. D'ailleurs, ce matin, il y a eu aussi un direct au niveau du ministre du Travail, exactement. Alors, donc l'État a mis un fonds d'indemnisation. Donc tout à l'heure, vous me parliez pour les personnes indépendantes. Alors, qu'est-ce que c'est exactement que cette histoire et comment ça fonctionne? Le plus gros effort de l'État, il faut que tout le monde comprenne. C'est pour les salaires. C'est pour les salaires. D'accord. Ça va
coûter, j'ai entendu le ministre Le Maire qui dit ça va coûter 8 milliards par mois. Oui, parce que là, on entend parler... Je crains qu'il en manque un peu. Alors, oui, c'est ce qui m'inquiète un petit peu, parce que si ça coûte 8 milliards, c'est que l'État considère qu'il y a quand même un certain nombre d'entreprises qui vont travailler et qu'ils estiment qu'il y aura plus de travail que cela. Moi, je crois que ça va coûter plutôt le double. Plutôt le double. Mais on fera les comptes au moment venu. Mais s'ils estiment, si dans l'idée de l'État, à un moment donné, c'est d'essayer de chercher la petite bête aux entreprises, comme pour le BTP, ce qui s'est passé dernièrement. Le problème qui va se poser, c'est qu'ils vont couler l'entreprise, parce que in fine, l'entreprise qui n'aura pas l'activité partielle et qui aura eu 0 de recettes et qui ne peut pas être remboursée, tout simplement, elle va fermer. Donc, que l'État ne se trompe pas, les salariés, ça sera pour les assédiques. De toute façon, il faudra bien que quelqu'un les paye. Oui, et s'il n'y a plus d'entreprise, voilà. Donc je crois que le calcul, il faut faire attention. Il y a une seule chance de s'en sortir. Je ne parle pas du côté sanitaire, c'est pas mon job, je ne connais pas. Oui. Je parle du côté économique. Il faut garder le tissu économique en vie. Il faut garder les chefs d'entreprise mobilisés. D'accord. Et il faut qu'ils aient envie de faire redémarrer les entreprises et il faut qu'on les aide. D'accord. Alors on a un appel, on va le prendre. Bonjour. Oui, alors, la question que je voulais poser, alors, c'est nous, les petits marchands ambulants, boutiques, sandwichs. Les marchands ambulantes, oui. Sandwichs, le petit panini, alors, j'ai un petit marchand ambulant. Alors là, je vendais du côté Charlie. Alors là, je suis obligée d'arrêter. Je suis obligée d'arrêter parce qu'ils ont dit les gens ne peuvent pas sortir. Et nous, dans le cas, qu'est-ce qu'on fait? Merci pour votre question, madame. Nous allons vous répondre. Alors, sur le plan purement légal, vous avez le droit d'ouvrir. Oui, parce qu'en plus, c'est de la vente à emporter. Et c'est de la vente à emporter, donc vous n'avez aucun problème. Mais madame, je comprends tout à fait ce que vous dites. Et il faudra qu'à un moment donné, tout le monde comprenne. Votre plaisir, bien sûr, c'est d'ouvrir. Mais si vous n'avez pas de clients, vous n'allez pas ouvrir juste pour faire des beaux kits pour les regarder. Donc à partir du moment où les clients ne viennent plus, tout simplement parce qu'on a dit il faut qu'ils restent chez eux, à partir de ce moment-là, vous ne pouvez plus exercer. Et c'est le cas de nombreuses entreprises. Et dans ce cas-là, elles rentrent dans le dispositif dont vous parliez tout à l'heure. Si vous voulez, c'est extrêmement compliqué pour une entreprise qui vend de produire sans consommateur. Oui. Ça marche pour les gens, pour les entreprises qui font du stockage jusqu'à une certaine limite, c'est-à-dire, prenons un cas, si j'ai une usine de fabrique de vêtements, je fabrique les vêtements, si je peux stocker pendant une semaine, parce que j'ai une pièce pour le faire, et la semaine d'après, j'ai toujours mon petit stock, l'entreprise que je livre vient prendre. Mais ce n'est pas une semaine qu'il faudra stocker, c'est beaucoup plus. Donc moi je crois que cette crise, elle va toucher tout le monde. Moi je vois mal, j'ai du mal à penser qu'il y aurait une entreprise épargnée. Alors les premiers épargnés au départ, vous savez, c'est toujours les mêmes, c'est le commerce alimentaire. Oui, est-ce que la dame rentre dans le dispositif? Non, mais elle n'a pas de clients. Le commerce alimentaire, elle a le droit de travailler. Le problème, c'est qu'elle n'a pas de clients. J'ai cru comprendre que c'était ça. Oui, c'est ça. Donc elle va rentrer dans un dispositif qui est indépendant, les indépendants, puisque elle n'est pas salariée. Si je ne m'abuse. Donc elle va rentrer dans le dispositif des indépendants, celui dont je vous parlais. Bien sûr, j'espère que ça va fonctionner et que toutes les entreprises qui sont au registre du commerce, parce qu'il faudra quand même avoir été, je rappelle ça, parce que c'est là où on voit ceux qui avaient des entreprises qui n'étaient pas inscrites, ça posera problème. Alors il y a une question, on va la prendre. Allez-y, bonjour. D'accord. Allô, oui, bonjour. Oui, bonjour madame. Allô, vous nous entendez? Oui, voilà, mon mari est micro-entrepreneur, il fait de l'espace vert et il fait de l'espace vert, mais les clients qui viennent faire l'entretien de l'espace vert. Et à ce titre, il a plus de revenus. Très bien, madame. Est-ce que vous pouvez me dire si il a une entreprise, une société, il est indépendant, comment les clients le payaient? Il faisait une facture? Parce que c'est là tout le problème. Est-ce que c'est quel type de client? Oui, il fait
j'ai facture. Bon. Alors, à partir du moment où quelqu'un fait une facture, c'est un peu normal, je comprends, je ne veux pas prendre parti sur l'un ou l'autre. Vous avez peut-être tout simplement ces clients qui ont peur de l'avenir et qui se disent je ne vais pas dépenser d'argent, donc ils préfèrent déjà commencer à réduire, c'est-à-dire à dire je ne fais pas le jardin parce que je garde mon argent pour quelque chose de plus important. Bon. Mais vous allez perdre du chiffre d'affaires, donc votre mari, pour être très précis, il va rentrer dans les indépendants et il va pouvoir obtenir, dans le cadre du fonds de solidarité, entre 1 500 et 4 500 euros forfaitairement, parce qu'il a été impacté et qu'il a perdu ses clients, non pas parce qu'il ne voulait pas y aller, mais parce que les clients ne souhaitaient plus avoir recours à lui. Alors moi je vous invite à appeler madame, hein, donc 0800, vous prenez le note du numéro 111 971. D'accord, on vous répond. Merci pour votre question. Au revoir. Donc allez-y, vous étiez en train d'expliquer que son mari rentrait dans le dispositif. Tout à fait. Alors pour en revenir en plus à la dame de tout à l'heure, il me semble qu'elle a dit qu'on ne la laissait pas non plus se garer. Donc ça veut dire que même au niveau des autorisations, puisque vous disiez normalement elle a le droit en tout cas. Alors je le dis aussi net. Elle a le droit, parce que c'est de la vente à emporter. Elle n'a pas plus, pas moins de droits qu'avant. Donc si elle pouvait se garer avant, elle a le droit de se garer aujourd'hui. Je rappelle que les vendeurs ambulants, alors ça va même plus loin. Oui. Ça va même plus loin. Il faut un métier qui est important parce qu'à un moment donné, on va sortir, on aura envie de changer un petit peu, de prendre un petit bokit, de manger un petit sandwich, etc. Donc tous ces vendeurs ambulants, à partir du moment où ils ont des clients, bien sûr en respectant un maître, toujours on ne se serre pas la main, les précautions, ils sont les bienvenus. Je ne vois pas aujourd'hui quel est le problème pour qu'un vendeur ambulant puisse vendre des brochettes de poulet qu'il aura cuit, des sandwichs, et quel que soit ce qu'il faisait d'habitude, pour lui rien ne change. Par contre, en revanche, je pense que le problème majeur, c'est qu'ils n'ont pas de clients. Oui, ça évidemment. Puisque moi, je suis passé à Jarry quand je suis venu chez vous. D'habitude, je vois du monde. Oui. Et j'ai vu, excusez-moi, pas de vendeurs ambulants et pas de clients. Oui. Mais en gros, ce qui manquait le plus, c'est les clients. Parce que s'il y a des clients, les vendeurs ambulants, ils vont venir peut-être un petit peu, oui, effectivement. Alors justement, vous connaissez la liste des commerces autorisés qui sont indispensables ? Alors, pour moi, ce n'est pas les commerces autorisés indispensables. C'est des commerces autorisés parce qu'on estime que quelque part... Ils font vivre. Oui, on ne veut pas tout arrêter la machine. Oui. Ouais, vous avez compris. Par exemple, on va dire le matériel informatique. Oui, les opticiens. Le matériel de... Les opticiens, c'est compréhensible. On ne peut pas laisser les gens sans lunettes. Non, mais on attend. Les buralistes. Alors, les buralistes. Les personnes qui vendent des pièces détachées pour les voitures. Oui. Bon. Oui, ça, c'est indispensable, par contre, oui. Oui, non, mais si vous voulez, à un moment donné, si vous commencez à peu près, tout est indispensable dans la vie. Hein. Et le buraliste. Alors, manger, c'est indispensable. Oui. Bon, avoir de l'eau, c'est indispensable. Rouler, c'est indispensable. De l'essence, c'est indispensable. De l'électricité, c'est indispensable. Mais vous savez, la liste, elle va être longue. Donc, soit on arrive à trouver un système économique qui permet à tout le monde d'aller et venir sans trop de contraintes en respectant les gestes barrières. Ça veut dire qu'on s'organise pour... À défaut, je crains qu'on arrête l'économie. Parce que vous ne pouvez pas dire à des gens, je répète, hein, je suis au risque de... Je l'ai déjà dit plein de fois, mais je le répète, s'il n'y a pas de consommateurs, il n'y aura pas d'activité. Oui. Voilà. Alors, je viens de tomber sur la liste parce que je l'avais déjà publié sur les réseaux sociaux, #Entreproms. On va prendre un appel. Bonjour. Oui, allô ? Bonjour madame. Oui, bonsoir. Bonsoir. Allez-y, posez votre question. Oui. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir madame. Oui, allez-y. Alors je voulais poser la question suivante à monsieur Vialcollet. Je travaille dans le tourisme, mais plutôt dans le métier de plaisance, le bateau. Je veux savoir, est-ce que ça fait partie des listes des personnes qui sont prises en charge par les mesures qu'on a annoncées, et est-ce que les salariés ont le droit de faire retrait? Alors,
Madame. Merci madame pour votre question. On vous répond. Vos deux questions sont très claires et je vais y répondre le plus clairement. Oui, vous faites partie des personnes qui peuvent avoir droit à l'activité partielle sans contestation aucune. Pour une raison simple, votre bateau n'a plus le droit d'aller sur l'eau puisque la navigation plaisance est interdite. Donc à partir du moment où une activité est interdite, ça veut dire qu'il n'y a plus de clients, il n'y a plus de recettes et je ne vois pas comment sans recettes on peut payer des salariés. Concernant le droit de retrait, alors madame, vous savez, ce droit de retrait, j'entends tout le monde en parler. Dès qu'il y a la moindre chose, on dit le droit de retrait. Et en fin de compte, la question c'est, on veut obliger le chef d'entreprise à prendre un ensemble de mesures. Et de plus, quand vous faites un droit de retrait, si jamais la DIEC arrivait à prouver que l'entrepreneur avait une part de responsabilité, ça veut dire que c'est lui qui paye votre salaire et plus l'activité partielle. D'accord. Et s'il n'en a pas les moyens, madame, eh bien vous aurez fait votre droit de retrait et au final, vous ne serez pas payé. Alors que si vous êtes en activité partielle, vous allez être payé. Parce que le chef d'entreprise fera l'avance et il se fera rembourser par l'État. Donc moi j'entends beaucoup de gens qui disent oui on va faire le droit de retrait. J'espère dans le BTP, j'espère que leur entreprise auront les moyens si la DIEC dit le droit de retrait je ne paye pas parce que quand on fait un droit de retrait ça veut dire que les conditions de travail n'étaient pas réunies. J'espère que l'entreprise sera suffisamment solide pour payer un salaire sans être remboursé. En tout cas, à un moment donné, ceux qui auront fait des droits de retrait et qui n'auront plus droit à l'activité partielle, si l'entreprise ne peut pas les payer, ils vont s'en rappeler. Oui, alors ça justement c'est la grosse discussion qu'il y a eu la semaine dernière, puisque je reprends l'exemple du BTP puisque c'était vraiment le cœur du sujet. Qu'en est-il? Puisque finalement, il y a eu une discussion et finalement... Attendez, le BTP, ce n'est pas un problème de droit de retrait. Oui, c'est que les entreprises estiment que sur les chantiers, elles ne peuvent pas assurer la sécurité de leurs salariés. Mais elles ont raison. Voilà. Les ministres estiment que c'est... Non mais attendez, je les connais bien, les entreprises du bâtiment travaux publics. Si elles pouvaient travailler et faire des recettes, pourquoi elles s'en priveraient? Oui. Vous savez, il n'y a aucune entreprise... À qui veut-on faire croire qu'une entreprise aurait un quelconque intérêt à ne pas travailler? Trouvez-moi une seule raison qui justifie la réponse, qui justifie la fermeture d'une entreprise. Si vous m'en trouvez une, je suis prêt à en discuter. Il n'y en a aucune. Aucune. Si nous fermons nos entreprises alors que nous n'avions pas de recettes garanties, si vous m'aviez dit, mais écoutez, on vous garantit 80%, 84% de vos recettes, peut-être que je me serais dit, plutôt que d'aller faire 30% de recettes, je préfère les 84%. Mais vu que je perds tout, puisque personne ne va me donner 1 euro en tant qu'entreprise, si je ferme, c'est que je ne peux rien faire d'autre que de rester ouvert. Et si je pouvais même faire 30% du chiffre d'affaires, je reste ouvert parce que 30, c'est mieux que 0. Et comment ça se passe à l'heure actuelle du coup? Ça se passe que ces entreprises... Parce qu'elles ne font pas partie du dispositif de chômage partiel. Ça, c'est vous qui le dites. C'était la négociation. Il y a eu un communiqué de presse samedi où la ministre disait qu'il fallait travailler. Attendez. Oui. Vous savez, c'est toujours pareil. Moi, j'invite les entreprises du secteur du BTP à aller sur le petit site de la DIEC et de faire leur demande pour voir s'ils ne reçoivent rien. S'ils ne reçoivent rien, non, c'est pas du cas par cas, parce que si c'est du cas par cas, ça veut dire comment on va prouver? Vous me dites prouver que je ne peux pas travailler, mais je vous dis monsieur, c'est pas que je ne peux pas travailler, j'ai commandé du béton, j'en ai pas. Mes salariés, ils sont venus, ils se sont fait arrêter 10 fois, il y a un tel embouteillage sur la route avec les contrôles qu'ils ne sont pas capables d'arriver à l'entreprise. Je leur ai fait les papiers, mais ils n'y arrivent pas. Quand ils sont arrivés, le béton était parti, il était... Non, attendez. On a une société totalement désorganisée. On va quand même pas faire le procès aux chefs d'entreprise qui ont tout fait pour travailler, qu'ils sont en train de vouloir ne pas travailler parce que ça les arrangerait. Mais ça les arrangerait de quoi? Très bien. Je vous remercie de votre réponse. Alors, dernière question. Bonsoir. On a une dernière question? Non?
Ah, d'accord, ok. Bon, je vous remercie en tout cas. Je pensais qu'on avait une dernière question. Alors, avant de finir cette émission, je vais rappeler, donc là je suis sur le site du servicepublic.fr et il y a la liste dont je vous parlais tout à l'heure des établissements recevant du public, donc qui restent ouverts. 1. Les commerces présentant un caractère indispensable, donc les commerces alimentaires, pharmacies, banques, stations-service ou de distribution de presse. 2. Les services publics, bien évidemment, puisqu'il faut une continuité pour la population. 3. Les services assurant les services de transport. Alors, sachant qu'ici, pour l'instant, Carolis, ils sont fermés, il me semble que c'est un service public. Bon, je ne régis pas les services publics, mais il faut se dire à un moment donné que on a besoin ceux qui n'ont pas de voiture, ils ont peut-être besoin de se déplacer, donc il faut quand même penser à eux. Parce que quand on a la chance d'avoir une voiture, un vélo, une moto, enfin un moyen de déplacement qui permet à celui qui l'utilise d'aller faire ses courses, c'est très bien, mais celui qui n'a pas tout ça, le taxi c'est peut-être un peu cher, mais bon, trouver des solutions. Les taxis, je rappelle que les taxis continuent à fonctionner, mais ils ont très peu de clients. Alors ensuite il y a les établissements de culte, mais pour moins de 20 personnes, et ensuite les garages automobiles, commerce d'ordinateurs, cavistes, quincailleries, bureaux de tabac, commerce de cigarettes électroniques, commerçants d'aliments et fournitures pour les animaux de compagnie, blanchisserie, teinture. Alors pour finir cette émission, vous nous avez envoyé une petite affiche avec le numéro de téléphone de la CCI des îles de Guadeloupe. C'est le numéro qu'on a rappelé tout à l'heure, donc ça va s'afficher. C'est le 0800 donc 111 971. Donc c'est un numéro que vous pouvez toujours retenir, 0800 111 971. Sinon vous allez sur le site de la CCI. Monsieur Vial-Collet, merci d'être venu ce soir, sachant que vous avez été choisi, vous, au niveau des CCI, pour pouvoir faire la continuité avec les différentes entreprises. Donc n'hésitez pas à contacter la CCI, quel que soit votre statut, et comme ça vous verrez. Vous vouliez peut-être rajouter une dernière chose. Juste un dernier mot. Allez-y. Je veux simplement dire aux chefs d'entreprise qu'il faut tenir bon. Le pays il repose sur vous. Il repose sur vos piliers, votre capacité à le faire redémarrer. Jamais dans l'histoire du pays une telle responsabilité a pesé sur les chefs d'entreprise. Tout le monde compte sur nous. Tout le monde compte sur nos salariés. Tout le monde compte sur nos collaborateurs. C'est pour ça que les pouvoir faire redémarrer les entreprises. Exactement. Et je profite de cette occasion pour dire à tous ceux qui peuvent donner un peu de liquidité aux entreprises, c'est-à-dire tous ceux qui leur doivent des factures, de les régler. Le but d'être payé, c'est simplement de pouvoir payer nos salariés à la fin du mois. Il vous reste 8 jours pour le faire. 8 jours pour tout mettre en œuvre, pour payer toutes les factures qui sont dues aux entreprises, aussi bien l'État pour les CICE, que la région pour quelques factures et des subventions en souffrance, que les collectivités. Réglez ces factures, vous allez faire le meilleur acte pour faire redémarrer l'économie. D'accord, sur ces mots, je vous remercie de votre venue. À la semaine prochaine. Alors nous allons sans doute recevoir, parce que nous avons beaucoup de demandes, nous allons peut-être mettre des vidéoconférences en place et on verra, on vous communiquera les horaires et les manières dont ça va se faire. Merci, au revoir à tous, bonne semaine.